Freud arrive à Paris un matin d'octobre 1885. Il vient en France pour découvrir sa véritable vocation. Le futur inventeur de la psychanalyse est un jeune médecin juif, âgé de 29 ans, amoureux de sa fiancée Martha, à laquelle il envoie un volumineux courrier. J'ai maintenant une impression complète de Paris, et je pourrais devenir très poétique en comparant la ville à un énorme sphinx, prêt à dévorer tous les étrangers qui ne résolvent pas son énigme. Ce Paris est un rêve inextricable. Je me réjouirais fort de me réveiller. Freud vient à Paris pour suivre les leçons cliniques de Jean-Martin Charcot, le plus grand neurologue de l'époque. Né en 1825 dans une famille modeste, il exerce ses talents à l'hospice de la Salpêtrière. On le surnomme le Napoléon des hystériques. Lorsque Charcot est nommé à la Salpêtrière, il est nommé dans un hôpital qui est en fait un immense hospice pour les femmes. Il y a près de 5 à 6 000 femmes qui sont enfermées à la Salpêtrière. Et pour lui, ça serait une espèce de matériau d'expérience à partir duquel il prétendra, avec un esprit de méthode et de classification extraordinaire, faire une typologie, une symptomatologie de toutes ces affections mystérieuses qui frappent l'être humain lorsque sa raison vacille. Connue depuis l'Antiquité, l'hystérie apparaît aux yeux des savants de la fin du siècle comme une maladie de l'utérus qui saisit le corps des femmes. Pour comprendre la nature des convulsions, les médecins plongent les patients dans un état de somnambulisme ou de sommeil éveillé que l'on appelle hypnose. Rapprochez, ma sœur, rapprochez. Voilà. La méthode de Charcot sera popularisée par ce fameux tableau de Brouillet, la leçon clinique de Charcot, les fameux mardis de Charcot à la Salpêtrière, où assistait toute la bonne société libérale et républicaine de Paris. Toute cette époque, 1860-1880, plonge dans la névrose hystérique. Emma Bovary est un magnifique cas de petite hystérie ou de petite hystérique. Baudelaire lui-même, dans son journal, parlera de la nécessité pour lui, poète, de cultiver jusqu'à la jouissance et la terreur son hystérie. Charcot endort les femmes de la Salpêtrière et fait disparaître provisoirement paralysie et contracture. Il utilise l'hypnotisme pour démontrer que l'hystérie est une névrose fonctionnelle sans lien avec l'utérus. Aussi refuse-t-il de parler publiquement des causes génitales. Fasciné par le théâtre de l'hystérie, Freud remarque que la relation entre le médecin et ses patientes ressemble à une histoire d'amour. Il est ébloui par les leçons de Charcot. Martha, ma chérie, je vais te raconter en détail ce qui agit sur moi. Charcot, qui est l'un des plus grands médecins et dont la raison confine au génie, est tout simplement en train de démolir mes conceptions. Aucun autre homme n'a jamais eu autant d'influence sur moi. À partir de Charcot, Freud invente un lien nouveau entre hystérie et sexualité. L'hystérie. Telle est la maladie dont Freud s'empare à l'orée du siècle pour avertir les hommes de leurs blessures originelles. La psychanalyse est une manière particulière de raconter l'angoisse, l'oubli, le souvenir, le temps, le déchirement.
À la salpêtrière, le sexe des femmes parle à l'aide de convulsions. Aucune expérience de laboratoire ne saurait en venir à bout. Avec l'invention de la psychanalyse, les cris et les mouvements de la chair seront entendus, verbalisés. Ils deviendront un langage. J'ai détruit tout ce que j'ai noté depuis 14 ans, mes lettres, notes scientifiques et manuscrits de mes travaux. Tous mes sentiments et idées sur le monde ont été jugés indignes de subsister. Il faut recommencer à les penser. Quant à mes biographes, qu'ils se torturent donc. Chacun pourra avoir son idée sur l'évolution du héros. Tous auront raison. Je me réjouis déjà de leurs erreurs. Freud est d'abord un homme sombre, compliqué, ambitieux, d'une intelligence extraordinaire et qui a un très grand désir d'être un grand homme. Dès le début, il a envie de faire des grandes découvertes. Je crois que ça n'est pas pour rien qu'il s'est comparé lui-même à un aventurier, à Christophe Colomb, et qu'il adorait les conquérants, Hannibal et Napoléon notamment, c'est-à-dire des conquérants militaires. Freud est habité par un grand désir, non pas de réussir au sens de faire des affaires. Après tout, il vient d'un milieu de la bourgeoisie juive, commerçante, c'est pas du tout ça. Il rêve d'être un homme de science, il rêve d'être un savant et de changer le monde. Premier-né du 3e mariage de son père, Freud fut adoré par sa jeune mère. Cet amour lui donna le courage d'affronter l'adversité avec une incroyable assurance. L'université où j'entrai en 1873 m'apporta d'abord quelques déceptions sensibles. Je devais m'y sentir inférieur et exclu de la nationalité des autres parce que j'étais juif. La première de ces prétentions qu'on voulut m'imposer, je ne m'y soumis résolument pas. À l'Institut de physiologie de Vienne, Freud fait la connaissance de Joseph Breuer, un médecin juif spécialiste des maladies nerveuses et qui sera pour lui une figure paternelle. And one day, Breuer told him about this great case, Anna O, that had happened much earlier in 1880-82, and Freud kept saying, "Tell me more, tell me more, tell me more." And it turned out to be an intelligent young woman who had very severe, what later came to be called hysterical problems. She forgot her own language. She refused to drink water out of her cup. She had paralyses, which were hysterical paralyses, and all of this was very odd. Anna O, de son vrai nom Bertha Pappenheim, est une jeune fille de la bourgeoisie viennoise. Elle a 20 ans quand surviennent ses premiers troubles. Condamnées à devenir des épouses rigides à l'image de leur mère, ces jeunes femmes de la bonne société viennoise aspirent secrètement à une autre vie. Mais personne ne les écoute. Incapables de faire face à leur destin, elles tombent malades. L'hystérie est le langage de ce désir échoué au seuil de la raison. Breuer, in a way working with his patient also, developed what came to be called the talking cure. That is, he would hypnotize her very gently and then ask her to talk, to remember this, to remember that. And then she would remember and she would talk about it. And this would in some way help the symptom to disappear, which greatly amazed Breuer, who worked with her for 2 years. And out of this came then the kind of first, if you wish, she was perhaps the first psychoanalytic patient in the world, or proto-psychoanalytic patient in the world. And Freud pushed this further than Breuer ever did. And this, of course, then becomes the ground for his own independent theory about sexuality and so on. Ils décident de publier leur grand livre inaugural, s'appelle Les études sur l'hystérie, qui sont composées de plusieurs histoires de cas, dont celui d'Anna O. Mais pourquoi est-ce que Freud et Breuer ont publié ce livre? Il fallait
c'est compliqué parce que c'est pas un livre mensonger. C'est pas un livre qui raconte qu'on guérit les hystériques alors qu'on les guérit pas. C'est un livre qui montre comment on les soigne. Et qui montre en tout cas que les résultats obtenus par ce qu'on appelait la méthode cathartique, c'était pas encore la psychanalyse, mais enfin c'était déjà la cure par la parole. Ça, c'est l'invention progressive de la psychanalyse, que au moins on fait quelque chose avec ces femmes, qu'on les écoute. C'est ça la leçon des études sur l'hystérie. Bertha Pappenheim ne sera pas guérie, mais elle s'engagera dans une vie militante au service du sionisme et de la cause des femmes. Dans l'imagination des voyageurs, la ville de Vienne évoque les cafés baroques, les pâtisseries élégantes. Impériale et cosmopolite, elle accueille les styles les plus divers. Freud avait une aversion profonde pour Vienne. Il n'y voyait qu'hostilité à sa doctrine. Il ne sut pas comprendre que se produisait sous ses yeux une effervescence culturelle qui le façonnait à son insu, une manière neuve de penser la subjectivité que résume à merveille cette phrase de l'écrivain Hugo von Hofmannsthal. Nous ne possédons pas notre moi. Il souffle sur nous de l'extérieur, nous fuit pour longtemps et nous revient dans un soupir. En automne 1886, je m'installais comme médecin à Vienne et épousais la jeune fille qui m'avait attendu pendant plus de 4 ans dans une ville lointaine. Lorsque Freud ouvre son cabinet privé, il soigne surtout des femmes de la bourgeoisie viennoise atteintes de névrose, maladie des nerfs, neurasthénie, hystérie. C'est en 1889 qu'une patiente, Fanny Moser, ordonne à Freud de s'écarter d'elle et de ne plus bouger. « Ne me parlez pas, dit-elle, ne me touchez pas, écoutez-moi. » J'abandonnai donc l'hypnose et ne retins d'elle que la position couchée du patient sur un lit de repos, derrière lequel j'étais assis, de sorte que je le voyais, mais sans être vu de lui. Il invente le divan, il se retire pour que la parole, pour que ce soit la parole qui devienne l'acte thérapeutique elle-même. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de magnétisme, il n'y a plus d'hypnose, il n'y a plus de regard, il n'y a plus que la parole. C'est beaucoup plus intéressant que d'aller chercher dans l'inconscient endormi. Et donc les patients prennent l'habitude de raconter leurs souvenirs d'enfance, leurs fantasmes, etc. Passionné par ces découvertes, Freud laisse le sujet parler librement. En écoutant cette parole chaotique, il assigne à la sexualité une place fondamentale. Elle détermine la vie psychique. La névrose n'est pas une maladie insolite, mais la conséquence, partagée par beaucoup, de conflits infantiles non résolus. Cette compréhension des névroses a lieu au moment où Freud rencontre un médecin berlinois, Wilhelm Fliess. Il devient son indispensable ami. Fliess had very strange theories. He was a specialist, ear, nose, and throat specialist, and he believed that the role of the nose, or catarrh of the nose, or something, would be some crucial influence on sexuality and help in the prognosis as well as diagnosis. Freud went along with this and exchanged ideas with him. Et Freud va avoir un amour fou pour cet homme, qui est un peu son alter ego pendant des années, avec lequel il correspond. On a appelé ça la naissance de la psychanalyse, parce qu'à travers toutes ces lettres, c'est l'époque où il élabore toutes ces théories, la bisexualité, la théorie de la séduction, sa première théorie de l'appareil psychique. Toutes les nuits entre 11h et 2h, je n'ai fait qu'imaginer, transposer, deviner, pour ne m'interrompre que lorsque je me bouillonne et fermente en moi, et je ne fais qu'attendre de nouvelles poussées. Nous n'échouerons pas, mon cher Wilhelm. Au lieu du passage que nous cherchons, nous découvrirons peut-être des océans, dont nos successeurs... C'est à ton intention, cher ami, que je relate tous ces faits. On sait généralement que la neurasthénie est fréquemment due à une sexualité anormale, mais ce que je soutiens, c'est que la neurasthénie n'est qu'une névrose sexuelle. Wilhelm Fliess vit à Berlin. Freud et lui se retrouvent régulièrement pour de longues discussions auxquelles il donne le nom de congrès. Ils échangent leurs idées mais aussi leurs malades. À travers cette relation passionnelle, Freud tâtonne et adopte toutes sortes de théories extravagantes. C'est en se trompant, puis en rectifiant ses erreurs, qu'il construit ses principales hypothèses. T'ai-je déjà révélé, oralement ou par écrit,
le grand secret clinique. Je suis encore tout en dessus-dessous, à peu près certain d'avoir résolu le problème de l'hystérie et de la névrose obsessionnelle, en trouvant la formule du choc sexuel et de la volupté sexuelle infantile. Quand par exemple il élabore sa théorie de la séduction, c'est-à-dire quand il pense que à l'origine de toute névrose, il y a un traumatisme réel. Ça veut dire les enfants ont subi des traumatismes sexuels réels dans leur enfance. Que fait Freud? Il ne se contente pas d'être un homme de laboratoire qui va faire des recherches comme sur des grenouilles. Il se dit mais ça a pu m'arriver à moi. Donc Freud va être habité par une interrogation sur lui-même. Je crois que c'est ça, la grande force de la psychanalyse et de Freud, c'est que au lieu de considérer le malade et le patient comme un objet à étudier de l'extérieur, il passe d'abord par une analyse de lui-même pour savoir s'il n'a pas vécu lui-même la même chose. Les savants de la fin du siècle attribuent une grande importance à la sexualité. Freud pense d'abord que toute névrose a pour origine une séduction réelle vécue dans l'enfance, viol ou attouchement. Puis il renonce à cette hypothèse d'une corruption naturelle de la société. Les abus et les violences existent dans les familles, mais la séduction ne rend pas compte de l'imaginaire sexuel propre à chaque sujet. Freud invente alors la théorie du fantasme. Et si on veut vraiment comprendre ce qui se passe dans l'inconscient et ce qu'est le trouble psychique, eh bien, l'hystérique est habitée par des réminiscences, des fantasmes. Et c'est elle-même qui invente des séductions qui n'ont pas eu lieu. Donc on souffre de choses qui viennent de soi-même. Et là, la perspective est complètement changée, c'est-à-dire que là c'est la psychanalyse. C'est la psychanalyse et on sort complètement de toutes les théories de l'époque, c'est-à-dire, eh bien, le sujet va s'interroger sur lui-même. Donc on n'a même plus besoin de l'endormir, on n'a pas besoin de découvrir un autre que lui qui l'habiterait, il est habité lui-même par cet autre, etc. Et ça, c'est la révolution freudienne. He's a great, wonderful contradiction. He's a revolutionary who's a bourgeois. It's a wonderful kind of, I mean, the man who thought up the things he did, infantile sexuality, homosexuality is not a crime, it's not a sin, it's not a disease, all these things he said, which were presumably, you know, terrible things to say. At the same time, he's a perfect bourgeois. That's one of the things that makes him so interesting. Freud en famille. Entouré de sa femme Martha, épouse exemplaire, et de sa belle-sœur Mina, sa confidente, Freud mène une vie de patriarche autoritaire. Il consacre son temps à ses recherches, à ses patients, à ses disciples. Ses 3 fils reçoivent une éducation libérale, tandis que ses 3 filles sont élevées selon un modèle plus traditionnel. Chaque été, Freud loue une maison sur les hauteurs de Vienne. Il y passe ses vacances en famille et se détend en inventant des jeux pour ses enfants et ses petits-enfants, comme en témoignent ces images voilées tournées par un proche. He does not, at least as far as I know, have mistresses. He does not take advantage of his female patients, although, in fact, he begins to understand. And in one of his papers on technique, he writes about this very well, that he talks only about female patients falling in love with a psychoanalyst, and he points out that the analyst should not be proud of that, because the patient is not really falling in love with him, but with someone else for whom the analyst is only a kind of stand-in, a substitute, and the thing to do is not to have an affair, but to analyze what's going on. And he uses very nice, cool, you know, technical language like positive transference in order to show that there's no reason to regard yourself as handsome and irresistible when you're only being, you know, as I said, a substitute for someone in real life. And that the situation in the on the couch and behind the couches the analyst sits is not what might be called real. It's real enough, but it's not like the outside world. Freud invente de nouveaux concepts.
Il appelle libido l'énergie sexuelle et refoulement le processus par lequel est rejeté dans l'inconscient un événement que l'on cherche à oublier, à méconnaître et dont on ne veut rien savoir. Dans l'inconscient, rien ne finit, rien ne passe, rien n'est oublié. Hier, nous avons enterré mon vieux père, mort dans la nuit du 23. Jusqu'à la fin, il s'est montré l'homme remarquable qu'il a toujours été. La mort de son père l'incite à se livrer à un intense travail de fouille dans son passé. C'est le début de son auto-analyse. Curieux d'antiquité et de culture lointaine, Freud collectionne les objets. Cette passion archéologique l'entraîne au cœur des anciennes civilisations et lui révèle que le destin de chaque homme est lié à celui de l'universalité humaine. Entouré de ses statuettes, ses multiples figurines romaines, chinoises, grecques, égyptiennes, il analyse les rêves de ses patients et les siens. Il les interprète comme on déchiffre une langue inconnue. L'interprétation des rêves. Dans ce livre magistral qui ouvre le XXe siècle, Freud voyage au-delà de la conscience et du sommeil. Loin d'être une prédiction magique, le rêve au sens freudien est l'accomplissement d'un désir inconscient ou refoulé. Dans les rêves, d'étranges personnages se mêlent souvent à un bestiaire à la fois fantastique et familier. Des chiens ressemblent à des loups, des chevaux à des licornes, des femmes prennent des allures de fleurs. Le rêve est ainsi la voie royale qui mène vers l'inconscient, vers la connaissance d'un au-delà de la conscience intérieure au sujet lui-même. This is one way in which you can get at the secrets of the mind, a way that would touch everyone. Now the book is pretty technical, although it's extremely well written and really amusing and even full of suspense as he gives you examples of dreams and then interprets them in front of you and tells you about the mechanisms, except for the last chapter, the famous 7th chapter, which is the theoretical chapter, which is harder to read. The rest, any adult could read with profit and with very little difficulty. Now, I think the crucial point is that Freud is saying, I am on the trail of a general psychology which would work not for neurotics alone, but for everyone. De l'autre côté du visible, Freud trace les figures infinies de l'inconscient avec des mots qui dévoilent les mystères communs à tous les hommes. Rêve, acte manqué, lapsus, oubli, tout a une signification. Qui parle en moi? Telle est la question posée par Freud à l'orée du siècle.